Alors, on va reprendre pour cette deuxième table ronde. Comme on l'avait présenté, on va plutôt aujourd'hui, sur ce volet-là, aller du côté des entreprises et des mécènes pour se poser la question de la philanthropie dans les modèles économiques. Pourquoi nous on choisit cette thématique-là? Parce qu'on a 75% de ressources aujourd'hui qui sont issues du mécénat. Donc forcément, c'est une de nos préoccupations de comprendre comment la philanthropie évolue et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi, nous, augmenter notre impact. Je pense qu'Antoine en parlera mieux que moi, mais on a aujourd'hui 9% des entreprises qui font des dons. Donc c'est très peu de la philanthropie, c'est pas forcément quelque chose qui est ancré dans les mentalités françaises, avec seulement 10% qui est fléché sur l'environnement. Et même si cette proportion elle est croissante, on peut aussi se poser des questions sur est-ce que ces fonds vont perdurer quand on voit les enjeux de transition écologique qu'on a devant nous, quand on comprend les investissements massifs qui vont aujourd'hui être planifiés pour pouvoir faire en sorte qu'on respecte les limites planétaires. Donc ça va vraiment être un peu le fond de cette conférence. Comment on va pouvoir mobiliser les moyens financiers et humains pour apporter aussi cette transition écologique, comment les entreprises ont une stratégie cohérente, sincère, une communication éthique autour de la philanthropie, et finalement comment est-ce que ces entreprises et les mécènes arrivent à identifier et impliquer les porteurs de projets. Donc pour répondre à ces questions, j'ai sur cette table ronde 4 intervenants différents de tout à l'heure. Je commence par Colin Amblard. Vous êtes docteur en droit, avocat, et chargé d'enseignement à l'Université de Lyon, président de l'Institut ISBL, et vous allez nous présenter aussi la multiplicité des outils qui sont à la disposition d'une entreprise pour pouvoir déployer cette philanthropie. Antoine Leguin, tu es chargé de développement pour le 1% pour la planète, et tu nous présenteras justement le dispositif du 1%, voir aujourd'hui comment il se développe, qu'est-ce qu'il peut apporter dans le futur. Anne-Claire Roux, tu es directrice générale de la Mirova Foundation, et tu pourras nous témoigner de la stratégie philanthropique qui est portée aujourd'hui par Mirova. Et enfin, Alice Gontier, directrice communication de Cœur de Forêt. Tu pourras aussi nous apporter ton éclairage sur les questions à la frontière des enjeux de communication et du rôle d'innovation sociale aussi que portent les associations d'intérêt général. Donc pour commencer cette table ronde, on va se tourner aussi vers un expert, un autre expert que sur la table ronde numéro 1, pour nous apporter un éclairage sur les dispositifs, la réglementation. Qu'est-ce que la philanthropie? Comment est-ce qu'on peut la mettre en place aujourd'hui en tant qu'entreprise? Bonsoir à tous. Merci Cœur de Forêt de me donner un petit peu de temps de parole. Le mécénat, la philanthropie, vaste sujet, commence par quelque chose que nous aimons pas en tant que juristes, c'est que figurez-vous que ce n'est pas défini par la loi. Donc vous ne trouverez pas de définition légale de ce que c'est que le mécénat. Donc c'est une première problématique qui a été résolue depuis, puisqu'on a tout un tas de textes juridiques, fiscaux qui nous donnent quand même une image un peu globale du dispositif. Donc pour aller très vite, parce que le temps nous est compté, le mécénat, c'est le soutien apporté par une entreprise ou un particulier en vue d'aller apporter une aide, une œuvre d'intérêt général. D'accord ? Donc, et ce qui est sous-entendu aussi, alors on va voir que c'est un petit peu plus complexe, mais ce qui est sous-entendu, c'est que le mécène est dans une intention libérale. Donc il n'attend rien en retour. C'est le principe. Vous verrez qu'il y a des dérogations. Donc pas de contrepartie en théorie. Donc il faut vraiment se forger avec cette idée qu'il y a une différenciation qui est très marquée entre mécénat et sponsoring. Le sponsoring peut très bien aussi être une ressource pour une association d'intérêt général, mais bon, puisque c'est une activité lucrative, il va falloir se contenir dans le volume de chiffre d'affaires réalisé. Le mécénat, depuis un rapport de la Cour des comptes de 2009, qui a pointé du doigt, alors j'aime pas utiliser le terme de coût, parce que le mécénat n'est pas un coût, c'est un investissement sociétal qui effectivement empêche l'État de percevoir un volume d'impôts, mais quand on met en
jour, si vous voulez, ce que ça évite de rapporter à l'État et ce que ça rapporte in fine sur le terrain, c'est sans commune mesure. Il y a eu des études. En général, 1 euro de mécénat rapporte 3 euros à la collectivité, et dans des milieux particuliers, on travaille beaucoup dans le milieu événementiel, ça peut monter jusqu'à un rapport de 1 à 9. Donc voilà, le mécénat n'est pas un coût. Le mécénat, c'est véritablement des bénévoles, parce que les bénévoles ne coûtent rien. Normalement, on paye la main-d'œuvre, mais là, on a affaire à des gens qui s'investissent gracieusement. Donc voilà, il faut vraiment bien avoir ça en tête. Après, depuis 2009, donc, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a pointé un certain nombre de dérives, et on s'aperçoit que on a eu une première loi en 87, ensuite on a eu une première route, la loi Iago, que tout le monde connaît, première route 2019, et là on est arrivé sur un corpus juridique relativement bien défini, outre le fait que le mécénat c'est avant tout un dispositif fiscal. Donc maintenant c'est quelque chose qui est relativement contraint. Donc pour pouvoir pratiquer le mécénat, c'est assez simple, on a 2 articles du Code général des impôts. C'est l'organisme, alors je me place du point de vue de l'organisme bénéficiaire, et puis je reviens ensuite, si j'ai le temps, celui de l'entreprise. Mais pour être très concret, le mécénat, c'est déjà une activité d'intérêt général prise au sens de l'administration fiscale. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas de porteurs de projets que nous, on accueille au cabinet, qui sont pleins de bonne volonté, qui sont persuadés qu'ils sont dans l'intérêt général. Mais enfin, quand on parle d'activité d'intérêt général, c'est au sens de l'administration fiscale. Donc on a une liste, article 200, d'activités qui, quand on la lit, on se dit finalement tout est intérêt général. Donc on a la culture, on a les activités scientifiques et on a l'environnement. Donc déjà, je dirais qu'on est quand même dans une logique relativement sécurisée. Là, je m'adresse aux mécènes. On est dans une logique relativement sécurisée parce que quand on va au-delà de l'article 200, c'est ce qu'il faut faire en général. Il faut non seulement évidemment cadrer avec une des activités que je viens de citer, donc l'environnement c'est parfait, ça on est dans la liste, mais ensuite c'est là où le travail de juriste s'opère, c'est qu'il va falloir aller plus finement dans la doctrine fiscale et puis aussi dans la jurisprudence administrative. Pour vous donner un exemple concret, on a le sport dans l'article 200, mais ça sous-entend que ce n'est pas du sport professionnel. Donc voilà. Alors l'avantage justement par rapport à vos activités, c'est que l'environnement, il est très bien circonscrit dans la sphère d'intérêt général. On a tout un tas de jurisprudence qui vient sécuriser cette relation entre une entreprise et un organisme. Et j'ai travaillé un petit peu en venant ici. Donc dans l'article 200, vous voyez, on a certes donc la protection de l'environnement naturel. Bon, je vais vous lire un peu parce que là, il y a une liste. Donc vous voyez, ça peut recouvrir par exemple la lutte contre le réchauffement climatique, la déforestation, préservation de la biodiversité animale et végétale, les actions d'urgence pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique. On a aussi tout ce qui est protection de la forêt. Alors, dans la protection de la forêt, on a des financements de projets de recherche, de conservation, de restauration, de sensibilisation liés à la préservation de la forêt. On a les financements de programmes de reboisement, des initiatives de conservation de la biodiversité. On a toutes les activités de sensibilisation, de plaidoyer. On a aussi la possibilité d'aller financer, en étant toujours mécène avec tous les avantages qui sont attachés à la clé, au niveau fiscal. On a aussi tout ce qui est financement de campagnes médiatiques, de programmes éducatifs. Et figurez-vous qu'il y a une jurisprudence qui est relativement récente, parce qu'on a eu une question ministérielle qui est toute fraîche, c'est le 29 août 2023, ça va vous faire un peu sourire, mais un organisme militant, un organisme qui fait preuve d'un défaut de neutralité politique, je pense qu'on est un peu dans l'actualité, c'est pas exclusif de la notion d'organisme d'intérêt général. Donc on n'est pas obligé de faire de l'environnement, de l'activité environnementale à titre exclusif. Le côté militantisme rentre aussi et n'est pas du tout un frein dans l'approche qu'a l'administration fiscale de la notion d'intérêt général. Donc il faut bien l'avoir en tête. Donc là je m'adresse
aux mécènes, si vous voulez. Si vous allez faites le choix d'aider une structure dans l'environnement, le fait qu'elle soit militante, c'est pas du tout quelque chose qui va poser problème. Et ça, on a un arrêt du Conseil d'État qui est très clair là-dessus. Hein. Pour ceux qui voudront la référence éventuellement, c'est un cours d'appel administratif de Versailles du 21 juin 2016. Et donc cette fameuse réponse ministérielle qui est venue mettre les choses vraiment au clair. Hein. Donc on a l'activité, si vous voulez, avec de protection de l'environnement. Comme vous le disiez, monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, c'est-à-dire qu'on a aussi l'activité de financement du fonctionnement de ces structures. Parce qu'effectivement, on a tendance des fois à trop polariser sur l'activité. Mais pour qu'un organisme de type associatif puisse faire des activités, encore faut-il qu'il ait les moyens de le faire. Et ça, voilà, les financeurs doivent tenir compte de cette idée qu'on n'est pas simplement dans la production d'une activité particulière. Pour pouvoir faire ça, eh ben, on a des coûts de fonctionnement et il faut savoir les intégrer. Ça pose aussi aucun problème. Alors, la préservation de la forêt, je l'ai vu. Donc, article 200. Un mécène doit financer des activités qui sont dans la sphère de l'intérêt général. Et puis après, il faut aussi mécéner, si je puis dire, un organisme qui répond aux critères de l'intérêt général. C'est deux choses différentes. Et là, on est sur l'article 238 bis, c'est-à-dire que l'organisme, il doit avoir une gestion désintéressée. Hein, donc les bénévoles, les dirigeants doivent être bénévoles. Donc il y a quelques dérogations là aussi en France. On a un principe et puis généralement un tas de dérogations. On doit avoir un organisme qui est globalement non lucratif. C'est pour ça que vous êtes là, les mécènes. C'est que les ressources que vous procurez à ces organismes-là d'intérêt général, c'est des ressources qui sont non lucratives. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis ensuite, il faut que l'organisme, évidemment, ne travaille pas au bénéfice d'un cercle restreint de personnes. C'est-à-dire que, voilà, on est dans l'intérêt général, donc il faut que l'activité de l'organisme soit profitable à tous, pas simplement à un groupe de personnes, un groupe de particuliers clairement identifiables ou identifiés, qui poursuivent leurs propres intérêts par définition. Donc voilà un peu le cadre juridique. Alors après, si on se place du point de vue du mécène, j'ai encore un petit peu de temps, non ? De parole, oui, 2 minutes. Donc, du point de vue de l'organisme mécène, comme vous le dites, du point de vue de l'organisme mécène, si vous voulez, en ce moment, l'entreprise, maintenant, n'est plus là uniquement pour faire du bénéfice. Alors attention, on met ça entre guillemets, mais c'est vrai que l'évolution juridique de la notion d'entreprise tente à faire de ce genre d'opérateurs des groupements qui sont citoyens. Donc on a la loi Pacte qui permet effectivement d'élargir l'objet social des entreprises commerciales et d'y introduire des objectifs qui sont notamment sociétaux, environnementaux et autres. Bon. Ensuite, on a la société à mission qui est là aussi, qui se développe très fort. Bon, alors il y a un peu à boire et à manger là-dedans, mais c'est justement là où le mécénat pour ces entreprises est quelque chose de tout à fait important. Parce que l'entreprise, si vous voulez, est parcourue par cette notion d'objectif de développement durable, avec, je crois, 17 points. Et dans les 17 points, j'ai regardé justement en venant très rapidement, dans ces 17 points ODD, on a quand même 3 points qui se rapportent directement à vos activités. On a l'ODD 6, protection, restauration des écosystèmes. On a l'ODD 11, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Et puis on a l'ODD 12, gérer durablement les forêts. Donc, vous voyez, là, véritablement, vous, en tant que mécène, quand vous avez... Parce que les entreprises, finalement, elles peuvent décider d'aller financer des activités, des organismes en sport, enfin, tout un tas de trucs. Quand vous êtes dans l'environnement et quand vous êtes dans la protection de la forêt, vous êtes quasiment assuré que l'organisme se situe bien dans la sphère de l'intérêt général. Donc c'est quand même quelque chose de très avantageux. Et j'en termine. Une minute, non, on prend la parole de nous. Non, les avantages pour les questions. Voilà. Je vous présenterai les avantages tout à l'heure.
On est déjà rassuré. On sait que la forêt est effectivement reconnue d'intérêt général pour les mécènes. Et on aura les questions un peu plus tard. Vous disiez que le mécénat n'était pas un coût, mais c'est vrai qu'à court terme, pour l'entreprise, on a quand même un reste à charge, parce qu'on a 60% qui sont défiscalisés, mais il reste quand même toujours 40%. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte à court terme. Et c'est souvent aussi ce qui nous est demandé de la part de nos mécènes. Finalement, comment arriver à faire cette transition et comment arriver à identifier le montant de la juste part pour pouvoir faire un don à une structure associative. Antoine, je pense que tu rencontres beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont ces questions-là, qui se disent comment je peux contribuer, ça part d'un sentiment très sincère, comment avec mon modèle économique, je peux arriver à faire aussi une différence et participer à cet élan collectif. Est-ce que tu peux nous présenter le dispositif du 1% pour la planète et quel type d'entreprise aujourd'hui finalement vous ont rejoint dans ce mouvement? Avec plaisir, merci Charlotte. Déjà, peut-être pour les personnes dans le public, rappeler rapidement d'où vient le 1% pour la planète. C'est un mouvement qui a été initié par le fondateur de Patagonia, qui s'appelle Yvon Chouinard, qui a été très médiatisé l'année dernière. Et lui, entre les années 70 et 2000, il faisait des dons de plus en plus importants pour les causes environnementales, parce qu'il se rendait compte de la dégradation de l'environnement. Et en fait, il s'est demandé comment inciter d'autres entreprises à faire la même chose, parce que lui, sa vision, c'était que la transition écologique ne se fera pas sans les entreprises. Et donc, il a créé le mouvement du 1% pour la planète, qui est un mouvement simple, en fait, c'est un mouvement qui engage des entreprises, donc des mécènes, à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc, c'est un mouvement mondial, il y a 6000 entreprises aujourd'hui dans le monde, 4500 associations environnementales, et en France, on est à 1200 membres d'entreprises, 700 associations, et l'année dernière, c'était un montant de 10 millions d'euros qui ont été reversés pour ces causes-là. Les causes sont très variées. Aujourd'hui, on parle des thématiques de la forêt et de la vie sauvage, du coup, qui va avec. Il y a plein d'autres thématiques également. Et du coup, ce sont les entreprises qui vont choisir les thématiques qui leur paraissent importantes. Et je tiens à rappeler par rapport à ce qui a été dit sur la diversité des actions qu'on peut soutenir. On peut soutenir effectivement des actions de terrain, donc, par exemple de la replantation ou de la protection de biodiversité. On va aussi pouvoir soutenir des actions de plaidoyer, comme c'est le cas par exemple avec LEP, ou aussi d'autres actions comme récemment il y a une association qui s'appelle Wild and Legal, alors je ne sais pas combien d'années ça a, mais qui va essayer d'instaurer dans le droit en fait une sorte de valeur juridique en fait pour la biodiversité et pour la nature. Donc, c'est une manière de repenser aussi, et voilà, je tenais à le souligner parce qu'il y a une diversité d'actions qui est possible de soutenir via le 1% pour la planète. Pour revenir sur le fonctionnement du 1%, donc c'est un engagement fort parce que c'est 1% du chiffre d'affaires. On le sait en côtoyant les entreprises, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre, mais en tout cas ça a une contribution énorme pour les associations. On l'a encore vu hier, ça permet notamment de financer au-delà des projets, ça permet de financer aussi des structures et des personnes en fait, qui vont se battre au quotidien pour notre bien commun à tous, et on sait aujourd'hui à quel point tout cela est important. En termes d'entreprise, est-ce que tu as justement des exemples aussi? Est-ce que c'est plutôt destiné aux PME? Est-ce qu'il y a des grandes entreprises qui arrivent aujourd'hui aussi à développer ce 1% de chiffre d'affaires qui est effectivement énorme? Alors dans le collectif, aujourd'hui, on a 90% encore de TPE. Les 10% restants, ça va être des PME ou des ETI, des entreprises à taille intermédiaire. On cherche forcément à développer aussi le côté grosses entreprises parce que c'est elles qui vont avoir aussi le plus de dons. Mais c'est un mouvement collectif. Alors c'est là où la question est un petit peu complexe aussi parce que c'est un engagement fort, mais on sent quand même qu'il y a des entreprises qui sont en train de changer leur mentalité et il faut que ça se passe comme ça. Voilà, mais ça prend du temps. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a encore pas mal de petites structures, mais qui au global ça fait quand même des beaux montants, donc c'est pas négligeable. Sur les secteurs d'activité, peut-être rapidement, tous les secteurs d'activité sont représentés. On a quand même pas mal aussi
d'alimentation, cosmétique, et on va avoir d'autres activités comme l'outdoor qui est assez représenté. J'ajoute également aussi qu'il est possible en fait, pour une entreprise d'ajouter une partie en mécénat de compétences pour aller au-delà en fait, d'un don financier qui est déjà important, mais c'est aussi impliquer les collaborateurs de l'entreprise dans les activités des associations. Et donc on travaille notamment avec Vendredi, donc, qui est une plateforme d'engagement des collaborateurs, et les entreprises vont pouvoir valoriser donc, une partie de leurs dons en mécénat de compétences. Ça peut être des actions de terrain, ça peut être aussi par exemple des refontes de site internet ou des choses dont les associations ont besoin au quotidien et pour leur fonctionnement. Merci. Et moi, ce que j'adore beaucoup dans notre sens, c'est que c'est hyper accessible, qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir. Il faut que ça tienne dans le modèle économique, mais au moins, on sait qu'on reverse 1% du chiffre d'affaires. Et c'est assez facile de définir ça avec son expert comptable. Donc, je trouve que c'est une hyper bonne initiative. Et voilà, on espère que ça va se développer. Chez Cœur de Forêt, on a à peu près plus de 200 mécènes. Donc, on a aussi cette diversité de secteurs d'activité et on entretient des relations fortes avec elles qui sont en train de se déployer pour isoler en quelque sorte aussi peut-être la philanthropie. C'est le cas de Mirova et de Mirova Fondation. Est-ce que c'est une stratégie, je pense, qui est née d'une décision interne, de vouloir externaliser cette activité-là? Est-ce que, Anne-Claire, tu pourrais justement nous présenter un peu l'origine de ce fonds et nous expliquer les mécanismes que vous avez mis en place pour arriver à le déployer et avoir le maximum d'impact au regard de vos activités aussi en termes d'investissement? Merci Charlotte. Oui, donc on est un investisseur à impact, c'est-à-dire qu'on a pris la décision d'investir 100% de nos stratégies d'investissement dans des projets et des entreprises qui sont alignés à la fois avec les objectifs de développement durable et puis l'accord de Paris sur le climat. Et Mirova existe depuis 10 ans avec cette volonté d'engagement fort et elle a décidé fin 2020 donc, de devenir entreprise à mission, Bicorp, et de se dire on va aussi en profiter pour créer un fonds de dotation. Pourquoi? Il y avait plusieurs envies qui ont guidé ça. Il y avait aussi une envie de redistribution de la valeur. Et je pourrais y revenir aussi sur comment est-ce qu'on fait le partage de la valeur, parce qu'on crée de la richesse, on crée du bénéfice, et il y avait cette volonté aussi de pouvoir redistribuer de la valeur auprès de projets financés via la philanthropie. Et puis surtout, dans cette idée de société à mission, d'investisseur à impact, chez nous, il y a aussi une implication très forte entre cet engagement des collaborateurs, le temps qu'on peut aussi donner et l'expertise qu'on peut aussi partager avec les projets qu'on soutient, mais également cette volonté des collaborateurs qui rejoignent Mirova aussi de pouvoir se dire je m'engage dans mon métier, mais en même temps l'entreprise me donne l'opportunité aussi de pouvoir passer du temps en dehors de juste l'énergie que je donne à mon travail, mais pour des projets d'intérêt général. Merci. Je voulais juste ajouter, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises, il y a des entreprises dans la salle. On parlait tout à l'heure du chiffre d'affaires. Alors c'est possible, 1%, juste pour vous rassurer, de le faire sur une partie de l'activité. Parce que 1%, ça peut paraître beaucoup. Donc vous pouvez définir un périmètre au sein de l'entreprise pour affecter 1% du chiffre d'affaires. En fait, voilà, je tenais à le préciser. Et par ailleurs, en contrepartie, parce qu'on a aussi parlé de contrepartie en disant qu'il n'y avait pas de contrepartie dans faut que je parle plus fort. On a dit qu'il n'y avait pas de contrepartie dans le mécénat. En réalité, avec 1%, ce qui est quand même pratique, c'est qu'on peut afficher sa philanthropie environnementale et utiliser ce fameux logo que vous avez peut-être vu sur des produits ou sur des réseaux sociaux ou autres, donc qui valorise l'engagement de l'entreprise. Donc voilà, et c'est pas négligeable, que ce soit pour les consommateurs, les différentes parties prenantes de l'entreprise, les consommateurs, les clients, les fournisseurs, etc. C'est en train d'essayer de convaincre Anne-Claire d'avoir aussi 1% qui est reversé. Par rapport au mécénat de compétences, je pense que c'est un appui de l'entreprise aussi vers l'association. Et je pense qu'il y a aussi un appui de l'association vers l'entreprise. Ça fait partie des visions du partenariat qu'on développe. Et la philanthropie, elle est aussi dans ce sens-là, de se dire on reçoit finalement des fonds et ça nous fait avancer. Mais on peut aussi avoir un rôle de sensibilisation auprès des collaborateurs. Et l'entreprise, c'est un vrai levier de mobilisation, de sensibilisation, que ce soit sur le rapport à la nature et justement comment on se reconnecte à nos écosystèmes et comment est-ce qu'on peut comprendre
ce rapport et cette humilité par rapport à la nature, mais aussi comment en tant que consommateur, on va avoir un impact sur la déforestation et comment est-ce qu'on peut aussi modifier ses comportements. Donc c'est vraiment un échange aujourd'hui qui est très riche entre l'entreprise et c'est ce qu'on essaie de faire chez Cœur de Forêt. Alice, est-ce que justement tu peux nous décrire comment on met en place une relation de mécénat qui est pérenne, qui se structure dans le temps, qui apporte de la confiance, de la transparence? Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans les risques de greenwashing et d'avoir trop de contreparties et de faire en sorte qu'un bon sentiment finisse par des grandes dérives? Ça fait partie aussi de notre métier d'avoir cette pédagogie, cet accompagnement. Donc je te laisse la parole si tu veux nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la relation entre les mécènes et les associations d'intérêt général comme Cœur de Forêt, c'est une relation qui est très riche parce qu'on doit parler d'énormément de sujets ensemble, on doit apprendre à se faire confiance, à développer une transparence mutuelle. Et en même temps, c'est parfois un exercice un peu d'équilibriste parce qu'on doit, Nicolas en a parlé un petit peu, l'intérêt général, finalement c'est plutôt défini pour l'instant par un aspect fiscal. Et Cœur de Forêt, nous on est financé, les 3/4 de notre budget, c'est du mécénat d'entreprise. Donc pour nous c'est un enjeu qui est quand même crucial, si on veut continuer à financer nos projets. Il faut qu'on reste dans les clous, puisque si on ne vérifie pas tout ça, on peut perdre notre reconnaissance, enfin, en tout cas, il n'y a pas vraiment... on peut perdre notre rescrit fiscal, en tout cas ce qui nous permet de déduire pour les mécènes les 60% des dons qu'on reçoit. Donc il y a un vrai enjeu à la fois sur nos financements, mais aussi sur le greenwashing. Alors n'importe quelle association peut avoir un risque de controverse en communication. On l'a vu avec les caches investigations de l'année dernière qui ont quand même été assez difficiles, je pense, pour les associations qui ont été touchées. Et ça, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on met en place pour s'en prémunir? Parce que, évidemment, c'est un gros risque d'image. Et sur l'environnement, il y a un risque de greenwashing qui est, on va dire, d'autant plus important dans notre société actuelle. Alors, sur le risque de greenwashing, finalement, c'est, de notre point de vue, surtout des règles de bonne pratique, on peut difficilement imposer aux mécènes ou imposer à nos partenaires de mettre en place des actions réellement impactantes sur leur chaîne de valeur, etc. Donc nous, on est plus finalement dans la discussion. C'est quelque chose aussi qui se matérialise à travers des conférences comme celle-ci pour pouvoir discuter des enjeux. Ça se matérialise aussi par des ateliers qu'on va faire avec les collaborateurs, aller faire des balades en forêt, la reconnexion à la forêt, aussi des ateliers plus autour de la connaissance, comprendre les causes et les conséquences de la déforestation. On anime l'atelier de la fresque de la forêt qui a été développé par Jonathan Bio, qui est là dans le cadre de son ancien travail dans l'association All for Trees. Et du coup, c'est un super outil qui permet d'impliquer les collaborateurs et à la fois de questionner la déforestation, la connaissance sur la déforestation par l'intellect, mais aussi par l'émotionnel, aller en forêt et ressentir les choses. Ça fait partie d'une stratégie finalement de plaidoyer quelque part en lien avec nos parties prenantes qu'on essaye de développer. Ça permet de se faire confiance, de se connaître et de discuter des enjeux vraiment qui sont parfois pas évidents aussi du côté des entreprises. Et il y avait ce risque fiscal de l'intérêt général. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il y ait des contreparties trop importantes? Donc on doit vérifier que le travail et l'expertise et le temps d'animation qu'on peut proposer à nos mécènes rentrent dans une certaine limite pour que l'on puisse bien conserver notre intérêt général. Voilà. Pour ce qui est du greenwashing, nous, il y a quelque chose d'assez simple qu'on fait. On transmet un guide de bonne pratique autour de la communication avec Cœur de Forêt.
On va surtout aborder dedans en fait des sujets autour des enjeux liés à la préservation des forêts. Finalement, c'est très simple. On va avoir les sujets de préserver les forêts, planter des arbres ne permet pas de forcément préserver les forêts, ou en tout cas ne permet pas directement de préserver les forêts. Vous en avez parlé sur la table ronde numéro 1, je pense largement assez. Il y a planter des arbres ne permet pas de compenser ces émissions de CO2. Et il y a aussi planter des arbres et mettre les forêts sous cloche ne permet pas forcément de préserver les forêts avec un développement humain harmonieux. C'est 3 enjeux qui sont pour nous hyper importants et finalement c'est vraiment notre axe de bataille quand il s'agit de la communication autour du mécénat qu'on reçoit. Parce que dans les entreprises qui nous contactent, on a encore les 3 quarts qui veulent planter des arbres pour compenser leur émission de CO2 ou qui veulent planter des arbres à moins de 20 € en pensant préserver les forêts. Et du coup, c'est un sujet qui n'est pas encore acquis pour tout le monde. Et ça fait partie de notre rôle de porter ces messages-là, de porter cette expertise. Et on a on a une possibilité dans le cadre du mécénat d'imposer, enfin en tout cas d'essayer de limiter ces risques-là, de former aussi nos interlocuteurs, surtout au niveau des services marketing et des services communication. Et ça se fait vraiment sur du temps long de partenariat. Donc c'est vrai que de rentrer dans des échanges sur 3 ans, c'est vraiment hyper important sur ces sujets. Et ensuite, je voulais regarder un petit peu sur les bonnes pratiques. Donc on fournit évidemment des messages un petit peu alternatifs pour participer à la préservation et la restauration des forêts, plutôt que je compense mes émissions avec un forêt en plantant des arbres. C'est des choses très simples finalement. Voilà. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai fini. Mais je pense qu'il y a un sujet sur lequel on voulait, je pense, aborder et finir au niveau de la conférence, qui est aussi des changements de modèle économique, parce qu'on en parlait aussi du côté des entreprises, mais du côté des associations, il y a aussi des choses qui se développent et on a une économie sociale et solidaire qui évolue. Pourquoi est-ce que les associations sont aussi, et les entreprises d'ailleurs, ont une communication autour de l'arbre du carbone? C'est que c'est un outil marketing, et donc c'est une façon d'attirer le client ou le donateur. Avec la transition écologique qui se met en place, on a aussi une migration qui est positive des entreprises qui vont vers le secteur associatif. Donc on se retrouve, nous, à être en concurrence, justement, avec des entreprises qui viennent planter des arbres à bas coût, et on commence à avoir un flou dans le message qui est véhiculé. Et donc ça fait partie aussi, je pense, des questions de communication, où sur ce modèle économique de l'association ou de l'entreprise, il y a des mutations qui sont en cours, et il y a, à mon avis, le rôle de l'association et surtout de sa plus-value sur des projets innovants, par exemple, ou d'autres projets. Est-ce que ça, tu voulais nous en dire quelques mots? Oui, c'est ça. C'est sur notre secteur spécifique de la préservation des forêts et de la restauration des forêts, on a vraiment une concurrence qui s'est installée avec des acteurs du secteur marchand qui s'impliquent maintenant dans des projets de plantation d'arbres. Et on a une concurrence des prix sur l'arbre. Ça pose une question c'est pas de l'affrontement entre des entreprises et des associations. Je pense que peu importe le statut, on peut développer des projets avec de l'impact environnemental, social et économique, c'est certain, mais ça pose la question des possibilités des différents statuts et de mettre en concurrence et de marchandiser l'arbre. Et finalement, des associations qui intervenaient avec l'intérêt général sur des sujets qui étaient abandonnés parfois, souvent, des pouvoirs publics et délaissés des entreprises qui ne voyaient pas d'intérêt et de rentabilité à court terme. Finalement, on se retrouve dans une situation où l'élément marketing que peut représenter l'arbre pour une association, c'est l'élément sexy qu'on vend le mieux. Et chez nous, on a choisi de ne pas le vendre seul pour pouvoir financer
les autres activités de cœur de forêt qui participent à la lutte contre la déforestation. Si on nous enlève cet élément par un mécanisme de concurrence marchand, finalement, en tant que société tous ensemble, comment est-ce qu'on fait pour que les associations aient toujours une masse financière qui va venir financer cette innovation qui a été développée? Et comment est-ce qu'on préserve ce statut d'intérêt général qui, actuellement, même si on est absolument persuadé que le rôle de l'entreprise dans la transition écologique sera et est incontournable, et on a des exemples très édifiants de Mirova, ce que vous faites avec une logique à toutes les étapes, c'est un exemple à suivre, je pense, qui est encore trop rare, il faut le souligner. Mais il faut aussi se poser la question de est-ce qu'on va aussi mettre en péril le statut associatif et tous les beaux projets qui ont aussi une valeur ajoutée pour la société et pour l'intérêt général, le bien commun, qui a été souligné avec des chiffres que je trouve vraiment incroyables. Voilà, comment on se prémunit de ça C'est une vaste question, on n'aura pas forcément la réponse ce soir, mais je pense que ça fait partie un peu de l'ouverture que vous voulez donner à cette conférence sur le rôle du mécène, d'accompagner de l'action, mais aussi d'accompagner de l'ingénierie de projet. On va parler de l'animation territoriale, de la recherche-action. On voyait aussi ce sujet-là avec Alain Carsanti. On a besoin d'avoir aujourd'hui une vision du mécénat qui va au-delà et qui va aussi appuyer le secteur associatif non lucratif vers cette transition. Donc, les entreprises elles ont beaucoup de travail parce qu'elles doivent aller sur leur propre transition et en même temps elles doivent aussi agir sur l'intérêt général et ces notions-là. Donc c'est aussi ce qui nous perturbe, c'est comment le monde et la société va réussir à affronter ces défis. Donc on n'a pas la réponse ce soir, mais ça fait partie aussi des préoccupations qu'on a parce qu'on a besoin de réfléchir collectivement à ces sujets-là. Donc merci à vous pour avoir participé, vous avoir apporté beaucoup d'informations. S'il y a des questions, on vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ces partages. Juste une question. On a souligné dans les deux tableaux la faible part en fait, de l'environnement dans le mécénat et la difficulté des ONG à financer donc, de l'impact, ou même justement pas uniquement du projet. Est-ce que vous constatez quand même une inflexion dans le mécénat environnemental sur un assouplissement, je pense que vous disiez, sur une libre affectation des fonds, pour que ça ne soit pas uniquement fléché sur des projets, mais qu'on puisse réellement financer de l'impact en association? Alors, je peux peut-être répondre par rapport à nous, Cœur de Forêt. C'est très récent. C'est vraiment très récent d'avoir aussi ce son de cloche et d'avoir cette compréhension du besoin de professionnalisation de l'association et de sa montée en compétences, sa structuration, son équilibre fragile. On sait qu'on a des subventions qui sont de moins en moins accessibles. Donc l'entreprise prend, je pense, aussi conscience de tout ça et essaye d'avoir une stratégie intéressante. Si on a invité des mécènes ce soir, c'est aussi pour montrer que ça monte et que ça puisse aussi inspirer d'autres entreprises, mais c'est quelque chose qui est encore très 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 jeune, en tout cas dans le secteur environnemental. Oui, je n'ai pas beaucoup à compléter, mais de manière globale, nous, on est très récent. Ça fait juste 2 ans que le fonds de dotation existe. Et effectivement, en regardant en fait quelles étaient les pratiques du secteur, mais d'ailleurs tout au-delà de juste du mécénat environnemental, c'est quand même assez rare, ça se développe, mais disons que les quelques acteurs qui ont cette démarche-là, on les a déjà identifiés. Mais en revanche, ce qui est intéressant, et si vous ne connaissez pas, parce que nous on les a découverts justement en s'intéressant au sujet, il y a un collectif qui s'appelle Agir à la racine, avec Ashoka, la Fondation Entreprend, donc il y a quand même des gros acteurs du secteur qui sont là, qui se sont justement posé cette question et il y a, je pense qu'il y a un mouvement, c'est récent, mais je vois aussi bien peut-être des fondations qui ont, des philanthropes qui ont dans leur ADN cette envie un peu de pouvoir avoir de l'impact, mais aussi des grosses fondations qui existent depuis longtemps, qui n'avaient pas du tout cette démarche jusqu'à présent, qui sont en train justement de se questionner parce qu'elles voient aussi les limites. Je pense qu'au-delà des questions environnementales, quand on voit quand même des appels comme les Restos du Cœur, sur les sujets sociaux aussi, où on voit en fait qu'il y a un manque cruel, il y a un besoin cruel de financement de la part des associations, je pense qu'ils commencent aussi à avoir chez les mécènes aussi cette prise de conscience que juste faire des chèques comme ça chaque année, c'est pas suffisant.
Donc ça reste effectivement peut-être encore trop marginal, mais en tout cas, moi, pour être arrivée depuis récemment dans cet univers de la philanthropie, je trouve que les choses quand même commencent à bouger. Et personnellement, c'est aussi moi ce qui m'intéresse, c'est justement de se dire qu'on a peut-être ce rôle avec d'autres acteurs comme Anyama qui font aussi partie de cette démarche, d'essayer de faire bouger les choses dans nos propres instances au sein du Centre français des fondations. Il y a aussi des gens qui s'engagent dans cette démarche-là et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Oui, je confirme, moi je suis assez ancien dans le secteur parce que ça fait maintenant 25 ans que je travaille et donc j'ai vu certaines évolutions. Alors, il y avait un peu la philanthropie à la papa, il y avait l'esprit un peu capitalisme financier, paternalisme. Donc, là, ce que j'observe, c'est qu'on a de la part des mécènes, et vous en êtes un exemple fabuleux, c'est qu'on a des mécènes maintenant qui ont compris fondamentalement quels étaient leurs intérêts, mais pas au sens particulier du terme. Mais ils ont compris qu'en fait, si on n'instaure pas une relation qui est fondée sur la confiance, la collaboration et la réciprocité, finalement, dans une relation de confiance avec une structure d'intérêt général, et bien finalement, elle retire un gain, non seulement pour l'environnement pour lequel elle s'inscrit, mais pour son propre environnement. C'est-à-dire qu'elle en retire une rentabilité directe. Rentabilité directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on est dans un environnement où on peut vivre. C'est quand même pour une entreprise, c'est important. Ça veut dire qu'on crée en interne un environnement qui est favorable pour les collaborateurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est en confiance. Les jeunes, maintenant, il faut plus rire. Hein. Ils veulent même un atout d'attractivité. C'est un atout d'attractivité, de recrutement. Dedans, on s'achète un peu de paix sociale aussi, parce que c'est vrai que quand on est dans des environnements très très pro-business, hein, où on a des restructurations à tout va, des fusions, acquisitions, des choses comme ça, où finalement le salarié ne sait même quasiment plus où est son propre employeur. Là, on a une entreprise qui est forte sur ses valeurs, qui développe des relations avec des possibilités aussi d'évolution. On a parlé de mécénat de compétences. Le fait de savoir, par exemple, qu'en fin de carrière, quand on est fatigué et qu'on a bien donné sur un plan essentiellement professionnel au sens restrictif du terme, le fait de savoir qu'une entreprise, les 2 dernières années, fort de toute l'expérience qu'on a emmagasinée, on va terminer sa carrière en étant dans une structure mise à disposition, dans un cadre sécurisé, parce que le mécénat de compétences c'est très technique, il y a eu des réformes il n'y a pas encore très longtemps, je crois que c'est un décret du 26 mai 2023 de mémoire, vous voyez, en termes de valorisation. Donc on a tous, absolument tous, à y gagner. Pour l'entreprise aussi, l'avantage, c'est que c'est quand même vis-à-vis de ses concurrents, c'est un élément de différenciation. Parce qu'on est sur un marché, mais les clients ne sont pas idiots, hein, ils préfèrent aller consommer chez une entreprise responsable, vraiment responsable, parce que le greenwashing, ils le savent aussi. Hein, tout ça se détecte. Et pour en finir, pour l'entreprise à mission, si vous voulez, elle a quand même des comptes à rendre, vous savez. Voilà, vous avez un comité de mission, et puis aussi vous avez un organisme certificateur tiers qui vient tous les 2 ans. J'ai été auditée 2 fois. Voilà, qui vient tous les 2 ans. Et si jamais vous perdez votre agrément à mission, c'est inscrit 5 ans dans le code de commerce. Hein, donc ça va être pendant 5 ans, vous apparaissez dans le code de commerce à la demande de n'importe quel intervenant que vous vous adressez au tribunal de commerce. Et ça, il y aura des actions. Hein. Un fournisseur qui n'est pas content, il va aller demander au tribunal de commerce le retrait de l'agrément entreprise à mission. Et il l'obtiendra. Vous avez un conflit avec un collaborateur, il sait très bien que vous faites du greenwashing, il va vous rouler dans les plumes. Donc je dirais qu'il faut faire quand même très attention. Et moi je suis, en vous écoutant, avec l'expérience que j'ai maintenant et tout ce corpus juridique fiscal qui commence à être un peu contraignant, vous savez que maintenant, quand on fait 30 000 € de mécénat, on a des choses à envoyer à l'administration fiscale, ce qui est très récent. Hein, donc, je suis très content de cette évolution parce que j'ai l'impression que les entreprises maintenant, mécènes,
sont vraiment en phase avec l'expertise citoyenne que vous pouvez développer. Parce que c'est vrai que l'entreprise, elle a deux options. Soit elle crée sa propre fondation d'entreprise et puis elle va planter elle-même les arbres, elle va défendre elle-même l'environnement. Mais pourquoi réinventer la roue? Quand vous avez des organismes qui sont là, qui sont structurés depuis des années, qui ont un savoir-faire, une expertise citoyenne, eh ben, autant se rapprocher d'elles, tisser un lien de confiance. Et puis, sur la durée, c'est encore plus important parce que ça va leur permettre justement de développer encore plus cette expertise. Donc, dans cette relation de confiance, qui peut être établie d'ailleurs par une convention mécénat, on a tous à y gagner. Merci à tous.